acquiert automatiquement plus d'intelligence. Parce qu'un être humain, c'est l'infini capable de réfléchir sur notre propre infini. Il y a une réflexion de lumière qui se fait. Il y a une réflexion d'infinité, il y a un échange d'opinions. Il y a un échange qui permet à la sensibilité de l'être humain de pouvoir s'ajuster à un niveau qui est plus intelligent. Et c'est une des raisons pour lesquelles un homme qui, par exemple, habite avec une femme, même si sa femme amène souvent une opinion qui est différente de la sienne, bien, elle est peut-être plus valable et elle est peut-être plus intelligente parce que la femme est très intuitive. Donc, on est beaucoup plus intelligent dans la réflexion et dans l'intuition lorsqu'il y a une communication avec un autre. Mais quand vous êtes deux, quand vous êtes trois, quand vous êtes quatre, quand vous êtes cinq, quand vous êtes six, vous êtes capable, si vous parlez d'un sujet, de le cerner en le regardant dans des angles qui sont différents. Alors, il s'établit à ce moment-là une sorte d'échange qui nous permet d'accéder à une information triangulaire, beaucoup plus intéressante. Donc, quand on est seul, on peut se perdre dans ses émotions. Quand on vit à deux et qu'on a plusieurs amis et qu'on demande des conseils, on peut faire un ajustement sur sa vie. Et dans ce sens-là, c'est ce que je veux dire, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a plus de chances de voir la face de l'infini. Oui, ça me fait penser, normalement, je ne veux pas passer sous silence, ce fameux brainstorming qu'on fait quand on fait des rencontres. Voilà, on trouve des idées. C'est donc dire que les gens qui sont quelque peu monastiques, quelque peu dans le silence, serait-il qu'ils cessent un petit peu d'évoluer à ce moment-là? C'est des gens qui... c'est une manière, comme chez les hindous d'ailleurs... Oui, voilà. C'est une manière, probablement, que ces gens-là trouvent, dans cet ascétisme-là, de retrouver un contact avec leur inconscient, une vérité qui est absolue à partir d'eux-mêmes. Leur technique, c'est de se retirer. Moi, je suis un homme moderne. Nous sommes des hommes modernes. Et nous faisons partie d'une civilisation. Et une civilisation de communication qui envoie des hommes sur la Lune, une civilisation qui est capable de développer des technologies qui sont extrêmement avancées, des technologies qui sont très évoluées. Essayez de comprendre ceci. La question n'est pas de savoir si on va comprendre un jour la parapsychologie. La question n'est pas là. On va la comprendre, la parapsychologie. Quand on a une science, moi j'ai connu les 45 tours. Ensuite, il y a eu les micro-sillons. Puis en 1985, il y a eu les lecteurs CD. Bon. Là, on est rendu maintenant à lire des informations extraordinaires à partir de cartes à puce. Et si vous allez sur l'émission que j'ai faite sur la voyance en 1994, vous voyez qu'on peut même voir l'avenir très facilement. Imaginez-vous quelles seront les cartes à puce dans 5 ans. Hein? On va probablement avoir des iPods avec, qui vont contenir peut-être un téra d'informations dans 5 ans. Ça va être juste une puce. Bon. Imaginez-vous maintenant la science dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est exponentiel, finalement. C'est exponentiel. Ouais. Donc, quand l'être humain va être capable, par exemple, de développer une science qui permet d'enregistrer des informations qui sont contenues dans le cerveau, d'enregistrer des rêves, d'être capable d'avoir la preuve qu'il peut avoir accès à son futur en regardant un écran en 3 dimensions. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de télévision à écran plat. Ça va faire longtemps qu'on va être rendu en image holographique. Et peut-être même qu'on va pouvoir serrer la main des gens qui vont être dans notre salon. Donc, un peu plus loin, imaginez-vous la science qu'on va avoir dans 100 ans, dans 200 ans, quand on va être capable de sortir de notre corps, quand on va être capable d'avoir ce qu'on appelle de la bilocation, parce qu'on n'est pas encore rendu dans la science de l'esprit humain. L'humain, présentement sur Terre, c'est la chose qu'on connaît le moins. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain, psychologiquement, reste toujours à la même place. On a une science matérielle extraordinaire, mais on ne connaît pas l'homme. On ne connaît pas l'esprit de l'homme, on ne connaît pas l'intelligence de l'homme, on commence à connaître un petit peu la sensibilité humaine.
Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça va être quand on va avoir une science de l'esprit et que cette science de l'esprit va nous permettre d'accéder à la capacité de se déplacer dans le temps en sortant de notre corps. Je parle d'une science dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Ça va arriver un jour. Donc, en ce moment, quand on parle de parapsychologie, les gens s'imaginent qu'on est des gens un petit peu marginaux, originaux. Et quand les gens commencent à la vivre, ils vont vouloir avoir des réponses à ça. Et ces réponses-là, je n'exclus pas, moi, le rationnel de la parapsychologie. Parce que pour moi, la parapsychologie, c'est simplement de la rationalité qu'on ne connaît pas. C'est simplement de la science qu'on ne connaît pas avec nos outils scientifiques présents. Mais dans un siècle, cette chose-là, la science va servir la parapsychologie. On va avoir une science de l'être, on va avoir une science de l'intelligence, on va avoir une science de l'esprit. Et l'homme va peut-être être immortel dans 100 ans, dans 200 ans. Ce qu'on pourrait appeler donc l'âge d'or en ce moment-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler, mais l'homme va vers ça, qu'il le veuille ou pas. Il y a deux choses de possibles dans le futur de l'humanité présentement. Son autodestruction ou le fait qu'il devienne vraiment ce qu'on appelle peut-être l'ère des Lumières, si vous voulez placer une expression. L'homme va aller vers une science qui est extraordinaire, ou alors il va s'autodétruire. Ça va être un des deux. Ou il passe, ou il trépasse. C'est non pas intriguant, mais c'est fascinant de savoir à quel point où l'homme ne cessera jamais finalement son évolution. Non, ça m'amène peut-être à penser, puisqu'on parle de conscient, d'inconscient, le fameux subconscient, qu'est-ce que c'est? Le subconscient, c'est, j'en reviens encore à l'ordinateur de tantôt, l'inconscient pour moi, ce serait le fichier TAM de Windows, c'est-à-dire que c'est des trojans. C'est de la publicité pour M. Bill Gates? c'est des spyware, ce sont des mémoires qui ont été accumulées dans notre système de pensée, à la fois collectif, à la fois personnel. Ce sont les traumas, ou les traumatismes qu'on a vécus dans notre enfance, qui viennent dominer sur notre intelligence, qui viennent dominer sur nos émotions et qui viennent dominer sur notre rationalité et qui nous empêchent d'être libres. Donc, il y a un subconscient collectif, puis il y a un subconscient personnel. On ne peut pas échapper à son enfance. On ne peut pas échapper aux traumatismes que l'on a vécus. Alors, c'est sûr que le subconscient, c'est quelque chose qui va intervenir et à quelque part, ça va nous empêcher d'avoir la pleine mesure de notre liberté. Alors, dans ce sens-là, quand il y aura une science de l'intelligence de l'être humain, il va être capable de travailler sur son subconscient pour le dépoussiérer. Parce que c'est un petit peu comme si vous fonctionnez, j'en reviens encore avec un ordinateur, il arrive un temps où ça devient lent de faire fonctionner un ordinateur parce qu'on a accumulé beaucoup excusez l'expression, de saleté en allant sur l'Internet et qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de faire fonctionner la machine comme il faut. Alors, pour moi, l'inconscient, c'est une accumulation de mémoires inutiles qui nous empêche d'être libres. Et c'est-tu à partir de là, à ce moment-là, qu'on développe certaines maladies, Normand? Bien, c'est-à-dire que quand on vieillit, on développe de toute manière des maladies qu'on ne veut pas. Mais c'est sûr que quelqu'un qui vit des angoisses très élevées ou des inquiétudes dans ses émotions a peut-être plus de chance. Ça, il faudrait peut-être en parler à un psychosomaticien. Oui, OK. Normand, je me pose la question, le fameux principe du déjà-vu, puisqu'on parle d'inconscient et ces fameux flashbacks ou, bon, le déjà-vu. Qu'est-ce que c'est, ça, le fameux déjà-vu? Tout le monde l'a vécu, évidemment. Oui. C'est la capacité qu'un être humain possède de comprendre que le moment présent est une entéléchie, c'est-à-dire qu'il peut rêver dans la nuit ce qu'il est dans sa totalité. Et ce qu'il est dans sa totalité, c'est des événements. Là, on est purement dans les métaphysiques. Ce qu'un être humain est dans sa totalité, il englobe son futur. Nous venons au monde pour répondre à l'appel de notre infini. Et lorsque nous rêvons la nuit, nous pouvons nous souvenir de nous-mêmes dans notre futur. Et ce déjà-vu, c'est des parties de rêves que vous avez peut-être rêvé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce sont des rêves. Et je le sais parce que je prenais mes rêves en note. Ouais. Parce que je me suis demandé un certain temps si ce n'était pas biochimique.
OK. Alors, quand tu prends tes rêves en note puis que tu regardes des rêves que tu as écrits en 1977 ou 1980 et que tu es capable de voir que tu as vu une scène